Merci Chassa pour ces informations. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Totale dimanche. Voici le sommaire. Le mandat de Macky Sall à la tête de l'Union africaine en février dernier. Plusieurs dossiers prioritaires qui attendent le chef de l'État sénégalais. La sécurité, l'économie, la santé, les enjeux sont grands. Qu'en pensent les Sénégalais eux-mêmes? Des avis mitigés que vous entendrez dans Confraternellement. La mise en circulation cette semaine du train express régional, énormément d'attentes sur le plan économique, notamment dans Coin Éco. Nous avons donné la parole à des économistes et ils sont revenus sur les ressources générées par le chemin de fer depuis les indépendances. Le TER nous servira aussi de prétexte pour aborder tous les aspects du pôle urbain de Diamniadio. La ville future se construit donc peu à peu, mais ses habitants ont émis des réserves quant à son expansion. Ils se sont oubliés et nous dirons pourquoi dans Tranche de vie. Et enfin, Bouillon Culture revient sur le réveillon en famille. Les fêtes de fin d'année sont devenues des rituels familiaux. Et là aussi, il sera question de revisiter les fondements et les valeurs de la famille dans nos sociétés africaines. Voici pour le sommaire tout de suite le développement. En février prochain, Macky Sall, le Sénégal, va assurer la présidence en exercice de l'Union africaine pour un an. Notre pays va ainsi prendre la relève de la République démocratique du Congo et cette mandature ne laisse pas indifférents les Sénégalais. Il invite toutefois le chef de l'État à profiter de cette occasion pour porter la voix de l'Afrique haut et fort, sujet réalisé par Mme Abdou Kassé et Sidignan. Plus qu'un mois avant que le Sénégal ne prenne la présidence de l'Union africaine, une mandature qui arrive à l'heure où certains enjeux sont plus que jamais d'actualité, aussi bien au plan national qu'au continental. Cet opérateur économique se félicite de cette présidence tournante de l'UA que va assurer le chef de l'État. Toutefois, il ne partage pas par là la justification de la restauration du poste de Premier ministre. Il pense que les préoccupations nationales sont prioritaires sur celles de l'Afrique. À ce propos, les carottes étant cuites, notre interlocuteur estime sérieusement que le président de la République a du pain sur la planche. Je vois présentement que pour gérer ça, il faut qu'il soit costaud, parce qu'il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Au Sénégal, au Mali, la crise qui est là-bas, en Guinée-Conakry. Il y a beaucoup de problèmes, dans l'Union africaine. Ce fonctionnaire, croisé dans les alentours de la place Washington, pense que c'est une bonne chose. Une occasion pour la diplomatie sénégalaise de rayonner davantage à la face du monde. En Afrique, on vit beaucoup de problèmes, des assassinats par-ci, beaucoup de choses en tout cas que vit donc l'Afrique et le Sénégal en général. Donc ce sera l'occasion en tout cas pour le chef de l'État de remédier à toutes ces questions. Pour lui toujours, le président Macky Sall doit profiter de cette opportunité pour oser faire certaines réformes pour le bien de tout le continent africain en général et pour le Sénégal en particulier. Le problème des visas en Afrique, on parlait d'un visa pour la CEDEAO. Ce sera aussi l'occasion en tout cas d'opérer à ce truc. Contrairement aux deux précédents interlocuteurs, ce citoyen, lui, n'a pas une position tranchée. Là, je pense que c'est une très bonne idée quand même. Parce que je l'ai entendu dire qu'il aura un calendrier un peu chargé. Bon, on le souhaite bon sens. Les questions relatives au siège de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, au financement contre le terrorisme, à la relance économique et à l'équité dans la répartition vaccinale devraient être les principales priorités du président Macky Sall. Merci Mme Abdegakassé qui a réalisé ce sujet auprès de la population sénégalaise. Alors notre invité ce soir dans Confraternellement, le journaliste Mamadou Dior, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, c'est un plaisir d'être là. Oh oui, et alors on l'a dit tout à l'heure, Macky Sall sera à la tête de l'Union africaine dès le mois de février. D'abord, est-ce qu'on peut s'attendre à des impacts positifs ou négatifs sur le Sénégal? Oui, bien sûr, parce que vous savez, comme on le dit très souvent, le Sénégal est
géographiquement parlant, un nain, mais un géant au plan diplomatique. Et en termes de diplomatie, nous avons vraiment des ressources humaines de qualité, malgré cette histoire des affaires de trafic de passeports diplomatiques qui secoue un peu le ministère des Affaires étrangères. Ça n'enlève en rien à la qualité des ressources humaines, surtout au plan international. Nos hommes et femmes ont occupé des postes prestigieux qui montrent que le Sénégal, au plan diplomatique, vraiment est un pays respectable et respecté. Et c'est pourquoi cette présidence de l'UA qui intervient à cette période, ça va rejaillir sur le Sénégal. Donc au-delà du président de la République Macky Sall, c'est un honneur qui est fait à notre cher Sénégal. On a entendu tout à l'heure dans le reportage de Mme Abdou Kassé les Sénégalais exprimer leurs craintes par rapport. Ils pensent que le chef de l'État n'aura pas assez de temps pour prendre en charge leurs propres problèmes. Est-ce que ces Sénégalais ont justement raison d'être sceptiques? Oui, je pense que le président est élu pour s'occuper de nos problèmes. Il faut dire les choses telles quelles. Il n'a pas été élu pour s'occuper de lui. Mais donc, dans la marche d'une nation, on peut cette présidence tournante faire de sorte que ça soit l'Union européenne, par exemple, coïncidence pour coïncidence, Emmanuel Macron prend la présidence de l'Union européenne. Donc, le président Macky Sall prend ici la présidence de l'UA et il a annoncé le retour du poste de Premier ministre. Oui, donc, il va beaucoup se desserrer sur ce poste de Premier ministre, mais ça ne doit pas l'amener à oublier qu'il a été élu par les Sénégalais. Il doit s'occuper des Sénégalais d'abord. Il doit trouver le juste milieu. Oui, je pense qu'il est bien placé pour le savoir parce que depuis pratiquement les années 2000, il est aux affaires, nonobstant ses 4 ans d'opposition. Donc, ce n'est pas à lui qu'on fera la leçon. Alors, il est clair que Macky Sall est attendu sur plusieurs dossiers brûlants. 1 an de gouvernance à la tête de l'Union africaine, ce n'est pas beaucoup. Alors, quelles seraient selon vous, quelles devraient être ses priorités? Oui, je pense qu'un de vos intervenants l'a bien dit. La libre circulation des personnes et des biens adamants. Vous savez, c'est une aberration que, par exemple, pour aller en Afrique du Sud, on me demande un visa. Pour aller en Namibie, on me demande un visa. L'Omicron, ça vient de l'Afrique du Sud. On se rappelle, en début décembre, le président Macky Sall, lors du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, s'était fait l'avocat de l'Afrique du Sud, en disant ne la boycottons pas. C'est pas bien, fermer les frontières. Mais en retour, qu'est-ce que l'Afrique du Sud fait? Est-ce que cet ostracisme qui est montré à l'égard des autres Africains, il faut que le président Macky Sall puisse faire à l'Afrique du Sud, aux autres pays, ce n'est pas l'Afrique du Sud seulement, la Namibie, qui a pris des visas, le Kenya. Moi, j'ai fait l'expérience, une fois je suis allé à Nairobi, à l'aéroport, on a bloqué un Africain qui ne pouvait pas entrer, même pour, catégoriquement, même pour aller chercher à manger, parce qu'il devait être refoulé. Comme il n'avait pas de visa, nous avons dû aller lui chercher à manger dehors, un Africain pour un Africain. J'ai dit ça, c'est pas normal qu'un Africain, qu'on puisse le retenir, qu'il ne puisse pas se mouvoir au sein des 4 États de l'Afrique. Donc je pense que ça, c'est la première doléance. Il faut que nos hommes d'affaires, mais les Sénégalais tout court, moi si je veux aller en Afrique du Sud, à quoi bon me demander un visa? Cette libre circulation des personnes et des biens doit être une réalité. Les visas, comme a dit un de vos intervenants, vous avez il ne doit pas y avoir de visa. Je pense que le président Macky Sall vient d'une zone où vraiment il a un bon exemple à donner, la CEDEAO. Parce que vous voyez les cartes d'identité que nous avons. Moi, je peux me mouvoir dans les 15 États de la CEDEAO, parce que la Mauritanie n'en fait plus partie, avec ma pièce d'identité. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand je vais dans la sous-région, je n'avais pas mon passeport. Parce que j'ai dit, il faut que vraiment nos pièces d'identité où c'est inscrit CEDEAO puisse servir à quelque chose. Nonobstant l'expérience que j'ai fait au Cap-Vert, nos amis insulaires, qui sont un peu réticents quand vous n'avez pas le passeport, j'ai dit, nous sommes dans un espace de vraiment d'intégration réussie. Je pense que c'est l'exemple que le président Macky Sall doit pouvoir porter à l'Union africaine pour faire en sorte que la libre circulation des personnes et des biens puisse être une réalité. Et ça, est-ce que c'est une priorité par rapport à l'insécurité qui gagne quand même du terrain sur le continent, notamment dans le Sahel? Aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens, qui parle de libre circulation, je pense tout de suite à l'économie. Au moment où nos économies sont mises à mal par la Covid. Crise sanitaire. Et là, on appelle à plus de solidarité. Donc si nous arrivons à faire en sorte que cette libre circulation puisse être une réalité, ça veut dire que nous pouvons davantage doper nos échanges commerciaux. Et je pense que échanger, nous gagnerons plus à échanger entre nous, entre pays africains, qu'avec l'extérieur. Et c'est comme ça que nous allons devenir une force
économique pour pouvoir parler au reste du monde. Moi, je trouve aberrant les sommets, par exemple, Turquie-Afrique. Comment, je ne dis pas que la Turquie est un petit pays, mais comment un pays comme la Turquie peut réunir 54 États africains? Je pense qu'il faut arriver de faire en sorte que, comme c'est envisagé au mois de février, le sommet Union européenne, Union africaine. Parce que l'Afrique quand même a du bagou et c'est à nos chefs d'État de faire en sorte que les gens puissent nous respecter en tant que quantité. Mais ça, c'est pas en prenant nos petits pays qui ne représentent absolument rien du tout. Et je pense que quand nous arrivons à faire en sorte que l'Union africaine puisse être une réalité et que l'Union africaine aussi, et ça je pense qu'il est attendu au plan politique, qu'on puisse attendre l'Union africaine. Parce que quand on voit ce que fait la CEDEAO avec les coups d'État que nous avons connus au Mali et en Guinée, sincèrement, l'Union africaine est plus en retrait et c'est pas son rôle. Je pense qu'il est temps qu'au plan politique, qu'on puisse faire entendre la voix de la démocratie. Parce que aussi, ça nous évitera un peu ces travers que nous notons ça et là. Et Macky Sall, il s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment sur le plan sécuritaire. Comment devrait-il justement aborder ces questions? Oui, je pense qu'au plan sécuritaire, ce qui se passe au Mali, c'est une bonne expérience. Les autres pays comme le Sénégal, le Togo, les pays de la sous-région qui apportent leur appui militaire à ce voisin qui est dans des difficultés. Parce que comme on le dit, quand la case du voisin brûle, ça vient chez vous. Je pense que c'est comme ça. Il faut faire en sorte que les armées africaines puissent voler au secours de tous ces pays touchés par le terrorisme. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Niger et le Mali, il faut faire en sorte que nos armées africaines puissent régler le problème sans peut-être même attendre l'ONU ou, je ne sais pas moi, les armées françaises, les armées allemandes. Parce que ça aussi, il y va de notre respectabilité. Je pense que c'est de ce côté-là, il faut faire en sorte que les problèmes africains soient réglés entre nous, Africains, sans peut-être l'apport de l'extérieur. Ce n'est pas que nous nous fermons vers cet apport fécondant de l'extérieur, hors du continent, mais seulement il faut compter sur nos forces. Et si par exemple nos forces, on n'y arrive pas, là on peut faire appel à l'extérieur. Oui, et sur la question des coups d'État, justement, Macky Sall a déclaré il y a quelques jours dans l'entretien qu'il a accordé à RFI France 24, je le cite, « Nous ne pouvons pas accepter que cette partie de l'Afrique des militaires prennent le pouvoir par les armes. Ce n'est pas acceptable. » Fin de citation. Est-ce que cela signifie qu'il faudra durcir les sanctions pour mettre un terme à tout ça? Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État? Il faut d'abord dire les choses telles quelles. Le coup d'État en Guinée, c'est le 3e mandat. Oui. Ça, il faut oser. Comment à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest quand même? Je pense que dans une démocratie, comme le dit un proverbe sortant du Zimbabwe, c'est l'alternance. C'est pas pour rester au-delà de termes. Ce n'est plus une démocratie. Moi, je dis toujours, quand on fait 10 ans au pouvoir, c'est assez suffisant pour montrer de quoi on est capable. Donc là aussi, il faut qu'il puisse faire entendre la voix de la démocratie. Parce que c'est important. Si nous voulons éviter les coups d'État, c'est faire entendre aux gens que si on est dans un système démocratique, il y a des règles du jeu. Les règles du jeu sont à respecter. Et les règles du jeu là, c'est d'abord l'alternance. Il faut encourager l'alternance parce que vous venez, vous faites peut-être un mandat de 5 ans. Si les populations vous renouvellent leur confiance, vous êtes réélu. Et puis c'est fini, quelqu'un d'autre prend le relais. C'est comme ça qu'une nation se développe. Mais vous voyez que quand quelqu'un reste au-delà de ces 10 ans-là, il commence à lasser, quelles que soient les réalisations que vous faites. Vous voyez, je donne toujours l'exemple d'Angela Merkel en Allemagne. Elle a fait beaucoup de réalisations. Vous avez vu les 16 ans ces 4 ans. Au total, elle a fait 16 ans au pouvoir. Et finalement, elle a fini par lasser un peu ses compatriotes allemands, et vous avez vu un peu l'alternance. Celui qui a pris le relais, il était de son gouvernement, le ministre des Finances, Olaf Scholz. Donc ça montre qu'il y a une période, disons, critique, au-delà duquel, si vous vous accrochez au pouvoir, vous pouvez amener des soubresauts comme nous avons connu en Guinée. Donc il faudrait au préalable régler ces questions. Absolument. Et faire vraiment le jeu de la démocratie. Parce que il y a des pays, il faut oser dire les choses, c'est des démocraties de façade. Je pense qu'il faut faire en sorte que le jeu démocratique soit sain. Si le jeu démocratique est sain, c'est tous les pays qui ne s'en porteront que mieux. Parce que, bon, vous venez, vous faites ce que vous avez à faire, vraiment, vous passez le relais à quelqu'un d'autre, il vient, il fait son temps, et c'est comme ça que le pays marche. Mais ne pas chercher des subterfuges pour s'accrocher au pouvoir.
Par rapport à cela, et vous le disiez tout à l'heure, l'Union africaine est très souvent taxée de partialité ou de manque de poigne dans la résolution de ce genre de crise. Si c'est avéré, alors quelles sont les erreurs que Macky Sall doit, lui, éviter? Oui, par exemple, moi je vois cette Union africaine qui était dirigée par un ancien président, Alpha Oumar Konaré du Mali. Vraiment, quand il était à l'UA, c'était quelqu'un, quand même, c'est un ancien président, ce n'est pas rien. L'actuel Mohamed Saleh, le Tchadien, c'est un ancien ministre. Je pense que, par exemple, il faut faire en sorte que la commission soit dirigée par un ancien président qui provient d'un pays où vraiment c'est quelqu'un qui a joué de la démocratie. Ça aussi, quand on a une personnalité de la sorte à la tête de l'UA, déjà c'est un point de gagner parce que c'est un ancien président, il peut parler à ses donc père président. Parce que l'actuel président de la commission, l'ancien ministre, il y a des choses, si l'Union africaine peut-être est taxée de partialité, c'est quelque part, il ne peut pas, en tant qu'ancien ministre, vouloir parler d'égal à égal au chef d'État. Je pense que de ce côté-là, il y a quelque chose à corriger. Et c'est fait, même bon, là, il a été réélu pour un mandat, mais quand son mandat sera fini, bon, il faut peut-être encourager qu'un ancien président à l'image d'Alpha Oumar Konaré, parce que quand Alpha Oumar Konaré était là-bas, vraiment l'Union africaine avait une certaine poigne, donc se faisait entendre. Et c'est ça qu'on entend de l'Union africaine, parce que c'est l'Union africaine qui est au plan continental. Bon, nous sommes ensemble, la CEDEAO marche quand même, mais quand vous prenez l'Afrique centrale, la communauté des États d'Afrique centrale, vous voyez les présidents qui sont là-bas, les Denis Sassou Nguesso, les Paul Biya qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Alors, il est temps d'expérimenter quelque chose de nouveau. Oui, mais bon, souveraineté des pays, mais il faut se dire des vérités. Et ça aussi, ça participe à donc faire de sorte que la démocratie puisse s'ancrer. Et quand il y a alternance, les énergies sont renouvelées. Parce qu'il y a un certain enthousiasme que quand vous avez un président qui est là depuis 20 ans, 30 ans. En tout cas, merci beaucoup, Doucheur, pour toutes ces précisions. On enchaîne tout de suite avec Coin Éco. Et nous nous intéressons au chemin de fer et ses impacts économiques avec le train express régional. L'État du Sénégal se fixe comme objectif une croissance à 2 chiffres d'ici 2023. Des économistes pensent que c'est réalisable grâce à la célérité du TER et le gain de temps. De plus, nos experts déclarent que les recettes issues de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz devraient servir à investir davantage dans le transport ferroviaire. Abdelrahman Li et Augustin Mandon signent le sujet. Aucune autre locomotive ne maîtrise mieux la voie la plus rapide vers le développement qu'un train, laisse entendre l'économiste consultant. D'ailleurs, le premier projet de chemin de fer élaboré à la fin du 19e siècle par les colons avait pour ambition de développer l'économie de la métropole, puisque les trains étaient utilisés principalement pour transporter des matières premières, d'abord vers le port de Dakar, avant qu'elles ne soient acheminées vers leur destination finale. Du transport de marchandises au transport de masse, le train peut fortement participer à l'accroissement du taux de croissance du pays, selon Dr Seydina Oumar Seye. La contribution à des points de croissance du chemin de fer est indéniable, ça c'est clair. Mais à l'heure où nous sommes, donc, nous n'avons plus les statistiques en termes de contribution, c'est-à-dire quantifier exactement la contribution du chemin de fer en termes de services, de trafic et toutes les externalités positives qui sont derrière tout simplement. Mais ce qui est indéniable, c'est une contribution positive. Le train express régional pourrait permettre de voir à la hausse la participation en 2018 de près de 6% au PIB selon les chiffres de l'ANSD. Et pour cause, la célérité dans la mobilité est assurée avec une vitesse de pointe de 160 km à l'heure et un gain de temps des usagers de 45 minutes pour un parcours moyen selon les chiffres officiels. De ce type d'infrastructure, il faudra plus raisonner en termes d'efficacité et de coût tout simplement. C'est ça qui est fondamental. Et là, si on arrive à interconnecter par exemple à l'intérieur du Sénégal, avoir les chemins de fer, Société nationale des chemins de fer, comme ce fut le cas de l'ancien chemin de fer au niveau de Thiès, donc qui sera par exemple capitale du rail, donc ça serait fondamental pour les autres phases pour aller vers l'émergence. Le chemin de fer facilite par ailleurs l'équité territoriale, le désengorgement de Dakar, mais aussi le désenclavement des zones comme Tambacounda,
sont dans la ligne de mire des autorités. Le montage technique et financier du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en cours, a ainsi annoncé le chef de l'État Macky Sall lors de son discours de fin d'année. Tout le monde a accepté que les transports de masse, ce sont les rails qui portent le développement, qui portent la croissance et l'émergence. L'ensemble de ces pays, Inde, Singapour et autres, il faudra les rails. Maintenant, on avait commencé par d'autres infrastructures, par exemple routières, c'est déjà bien, mais vraiment pour les futures générations d'investissement, surtout avec les ressources additionnelles que nous aurons sous peu, avec les hydrocarbures, il faudra aller vers l'investissement en termes de rails. Parce que également, prenez en compte que dans 2 ans, nous serons pleins dedans au niveau de la ZLECAf, c'est-à-dire quand par exemple on aura le marché commun. Et là, pour les transports de masse, pour tout ce qui est fluidité fret, donc c'est porté par les rails et ça nous permet de décongestionner le port de Dakar et gagner des centaines de kilomètres de route. Beaucoup de voies ferrées sont ainsi abandonnées au Sénégal. La première voie ferrée de l'Afrique de l'Ouest Dakar-Saint-Louis, inaugurée en 1885, ou encore le chemin de fer Dakar-Tamba, inauguré en 1924, entré en déclin pour défaut d'entretien. Des déceptions qu'il faut prévenir selon l'économiste à travers un contrôle suivi-évaluation, préconise Dr Seydina Oumar Seye. Merci Abdourahmane Di pour ce reportage. L'oreille à le vent en poupe. La mise en circulation du TER ouvre de nouvelles perspectives pour les chemins de fer. Le Sénégal a donc une infrastructure de base, n'est-ce pas, Mamadou Ndiaye? Oui, une infrastructure de base qui a donné un peu peut-être de la visibilité au Sénégal en termes de potentialité, mais en termes aussi de perspective. Nous avons justement, pour un peu voir plus clair dans ça, donc notre invité Seydina Alioune, qui est un économiste macro, et puis qui est également aussi proche du pouvoir aujourd'hui parce qu'il conseille un ministre de plein exercice, le secrétaire d'État donc chargé du chemin de fer. Alors, le TER est entré en exploitation, peut-être dans les semaines à venir. En tout cas, sa mise en ligne, sa mise en service est donc effective. Mais est-ce que tout ceci a une certaine perception aux yeux des Sénégalais pour mieux comprendre le rail, le TER et puis tous les services donc, qui sont annexes à ces deux activités-là? C'est une très bonne question. Donc, il faut se féliciter de la mise en service commercial du train express régional, qui est une infrastructure, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de transport de masse. Ce qu'il faut comprendre, d'un point de vue macroéconomique, vous avez le diagnostic. Vous avez le triangle Dakar-Thiès-Mbour, qui polarise 0,3. L'agglomération dakaroise, c'est 0,3% de la superficie, avec 25% des Sénégalais qui vivent. Donc il y a un besoin de transport et de mobilité. Et le TER, en tant qu'outil de transport de masse, en transportant 115 000 voyageurs, va répondre à ce besoin-là de transport pour les étudiants, pour les élèves, pour les commerçants, pour les travailleurs. Et c'est un formidable outil. Et surtout, il faut l'inscrire dans un actif infrastructurel de très grande envergure du chef de l'État. Parce que comme vous le savez, dès l'aurore de l'indépendance, le Sénégal a été confronté à une contrainte majeure, c'est le déficit structurel d'infrastructure. Et cette infrastructure-là, ce déficit-là, c'est un goulot d'étranglement qui fait que la croissance ne peut pas être inclusive ou assez inclusive, le développement et la réduction de la pauvreté ne sont pas à niveau de toutes les politiques publiques. Et justement, pour essayer de desserrer cet étau, cette contrainte structurelle, justement, il faut faire des infrastructures modernes, qui ont une très grande sécurité, un très grand confort et qui permettent justement de répondre à ce besoin-là. Donc c'est un besoin macroéconomique auquel le TER fait face et justement, il faut l'inscrire dans une grande politique ferroviaire. Parce que comme vous le savez, le Sénégal actuellement, sous la houlette du ministre secrétaire d'État que j'ai l'insigne honneur de conseiller, a défini une politique ferroviaire qu'on appelle la stratégie de revitalisation du rail. C'est quoi cette stratégie? C'est qu'elle permet à l'horizon 2035 de fixer le cap, les réformes, les projets ferroviaires qu'il faut faire pour avoir un maillage territorial en termes de chemin de fer. Et après, bien sûr, avec vos questions, on peut venir à l'intérieur même de cette politique ferroviaire-là, dans laquelle il faut inscrire le TER, qui est un premier jalon, mais qui est un premier pas très, très, très important. Alors donc, si aujourd'hui on doit regarder le rail autrement, c'est par le biais sans doute du TER qui est la locomotive, bien comment faut-il comprendre? C'est exactement ça. Donc le TER, c'est la locomotive d'attaque qui va permettre et qui matérialise la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a fait un pari risqué, mais qui a réussi. Donc il faut saluer cela. Maintenant,
le TER, à côté du TER, il y a le réseau national ferré. Il y a, parce que vous savez, le Sénégal a une longue histoire de chemin de fer. Oui. Depuis 1924, c'est le début de la première ligne de chemin de fer, le Dakar-Saint-Louis qu'on appelait à l'époque. Parce qu'à l'époque du temps colonial, le chemin de fer était utilisé pour acheminer les matières premières vers les ports et surtout pour, comme un outil d'équité territoriale. Et après, à la suite, il y a eu beaucoup de soucis. Mais avec le président de la République, la stratégie ferroviaire actuellement, elle se base sur une triple cartographie des ressources minières, extractives, des dynamiques de population et des ressources, des matières premières soft, comme le riz, etc. Et sur la base de ce travail-là, on a pu identifier un schéma ferroviaire qui épouse l'ensemble et l'étendue du territoire national et qui replace le chemin de fer comme un vecteur de densification des flux démo-économiques entre les différents pôles. Et à l'issue de cela, il y a une vision qui a été dégagée et il y a différents projets, comme le Dakar-Bamako par le nord, via Kidira, le Dakar-Bamako par le sud, mais actuellement, la priorité des priorités du chef de l'État et du gouvernement, c'est de reconstruire la ligne Dakar-Tamba, qui est la dorsale, parce qu'elle traverse cette région, elle touche 75% de la population, elle permet de lutter contre la gentrification qu'on voit actuellement dans les périphéries de Dakar, et ça permet de redynamiser tout un maillon essentiel de nos villes. Je pense à Gossas, je pense à Guinguinéo, je pense à Thiès, la grande ville, et bien sûr vous voyez que c'est une première impulsion, et ça va permettre de développer le rail partout. Parce que comme vous le savez, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans le chemin de fer. Alors, c'est clair ça. Votre réponse anticipe un peu justement sur la question sur la vocation du rail à l'aune de la conjoncture actuelle. Autrement dit, si le rail est lié à l'histoire du Sénégal, mais ce rail-là n'a plus cette vocation. Il faut peut-être réarticuler le rail pour lui donner maintenant une nouvelle impulsion économique. Mais c'est exactement ça ce qu'on a fait, parce que vous savez, le travail a été un travail de planification. Un travail de planification, il faut être fidèle à la démarche. La première démarche, c'est d'abord de faire une étude quantitative sur les besoins, sur les matières premières. Pourquoi? Parce que le Sénégal est inégalement réparti. L'ensemble de la population se trouve dans le centre-ouest, alors que les ressources sont produites dans le nord et dans le sud. Donc il y a un besoin de transport. Il faut que les matières premières qui sont produites au Sénégal puissent être amenées dans les centres de consommation. D'où un besoin important de transport et de mobilité. Et de transfert aussi. Et de transfert, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des études, et il y a un papier qu'on avait publié dans le journal Le Soleil pour montrer que la compétitivité du riz paddy ne peut être assurée sans un chemin de fer. Parce que le chemin de fer, c'est un éperon de la compétitivité. Regardez le port autonome de Dakar. Jusqu'à présent, on avait même ce qu'on appelait des rails en gorge, des rails qui rentraient à l'intérieur du port. Et c'est d'ailleurs toujours utilisé par les sociétés minières comme GCO, Grande Côte Opération, et aussi les ICS. C'est fixe. Donc, sans le chemin de fer, la compétitivité du port peut être sujet à caution. Donc, c'est pour ça que la stratégie ferroviaire qui a été validée par le président de la République en Conseil des ministres, c'est celle de dire que le chemin de fer doit avoir 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'intensifier l'interconnectivité des branches d'activité. Oui. Entre le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Il faut de la synovie, du lien. Pour ça, c'est le premier aspect de la politique définie par le chef de l'État en termes de chemin de fer. Le deuxième aspect, c'est accroître l'équité territoriale et l'inclusion sociale. Très bien. Parce qu'il faut que le chemin de fer puisse aller partout pour que les gens puissent le prendre et surtout ça permet la dynamisation du tissu national. Et enfin, il faut l'arrimer aussi parce que le Sénégal est un grand pays, un petit pays géographique mais un grand pays dans le monde parce que justement on est très arrimé à la politique sous-régionale et régionale avec, comme vous le savez, la mise en place future de la zone de libre-échange avec les différents corridors qui sont actuellement développés par la CEDEAO. Donc il faut que le Sénégal puisse pleinement jouer ses atouts de pôle géographique et à la confiance des différents échanges intercontinentaux. Alors, est-ce que la pertinence du rail, une fois habilité, ça va soulager un peu la route qui est jusqu'à présent la seule voie par laquelle passent les Sénégalais? Mais ça crève l'évidence, ça c'est évident. Avec la stratégie ferroviaire, les retombées en termes d'accidentologie, c'est estimé à plus de 850 décès par an. On va économiser 85 000 camions par jour. 85 000 camions, excusez-moi, l'année.
en termes de trafic routier. Parce que, comme vous le savez, le chemin de fer est le moyen de transport de voies pondéreux le moins onéreux. Donc, quand un train, vous savez, c'est 50 camions. Donc, le calcul, il est vite fait. Donc, et surtout, dans le cadre de la stratégie ferroviaire, il y a un grand projet d'érection d'un port sec à Tambacounda pour fixer les camions maliens, pour qu'ils n'aient plus besoin de venir jusqu'à Dakar pour récupérer les conteneurs. Et avec, comme vous l'avez vu, le futur port de Ndayane, dont la pose de la première pierre, c'est demain. Donc, actuellement, on a un parfait alignement des étoiles qui font que le Sénégal va pleinement jouer son rôle de hub logistique régional, sous-régional et même à l'échelle mondiale. Est-ce que le tracé du rail, à l'étape actuelle où on en est, est-ce que le tracé il est inclusif? Est-ce qu'il touche maintenant de nouvelles poches où il y a des richesses qu'il faut aller peut-être prendre, ne serait-ce que pour peut-être diffuser à une échelle nationale? Tout à fait. Et je vais vous répondre en vous prenant un exemple très concret. Vous savez qu'à 80 km de Matam, il y a une société minière qu'on appelle la Somiva. La Somiva, elle exploite les phosphates. Parce que quand vous prenez la cartographie minière du Sénégal, vous verrez que partout au Sénégal, partout il y a des phosphates. Les phosphates, il y en a à Lamlam, etc. Il y a les ICS qui sont en train d'exploiter. Maintenant, il y a une société des mines qui s'appelle la Somiva qui exploite du phosphate à Matam, à Sem, justement, à 80 km de Tambacounda. Le tracé ferroviaire prévoit une ligne de Tamba à Matam de 80 km pour justement rendre compétitive cette société-là, la Somiva, qui actuellement est en train de faire du camionnage. Or, le camionnage ne marche pas parce qu'on ne peut pas transporter plus de marchandises, etc. Donc, pour vous rassurer, le schéma directeur ferroviaire qui a été adopté, il tourne autour de 7 grands projets qui permettent de toucher l'ensemble du pays. Les 7 grands projets sont les suivants, si je veux pour aller vite. C'est Dakar-Tamba, Tamba-Kédougou. Ça, c'est le Dakar par le sud. Ensuite, c'est Dakar-Tamba, Tamba-Matam. Ensuite, c'est Tamba-Ziguinchor. Donc, vous voyez bien qu'actuellement, on est en train de lutter, et ça, c'est un terme macroéconomique qui va vous plaire, contre la macrocéphalie de Dakar. Parce que l'idée, c'est de rééquilibrer le pays vers le centre de Tambacounda, qui sera justement un grand nœud. Parce qu'il y avait même j'ai trouvé dans les archives de l'État, même en monde, on parlait de mandat douane comme point qui doit équilibrer un petit peu la gentrification actuellement qu'on a au centre de Dakar. Ensuite aussi, il y a la ligne DSL, etc. Donc c'est un projet qui touche le maximum des Sénégalais, qui permettent d'exploiter les ressources minières, les ressources rizicoles et les ressources qu'on a au Sénégal. Je pense que le train n'est pas destiné qu'à transporter justement des matières premières et des produits. Non. Il y a aussi le transport des usagers. Mais qu'allez-vous faire, n'est-ce pas, pour attirer davantage de Sénégalais à être des usagers qui utilisent justement le transport? Mais déjà, le terre qui est formidable. Attendez, je vais vous répondre. Parce qu'actuellement, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Le terre, actuellement, il est climatisé. Le terre a un Wi-Fi. Le terre, c'est comme un avion A320 de Airbus. Donc déjà, les gens... Et vous savez un truc qui est extraordinaire. Je vous disais ça tout à l'heure. Malheureusement, avec les impéritions des politiques passées, on a perdu une génération ou 2 générations de Sénégalais qui n'ont pas connu le terre va modifier un peu le comportement des Sénégalais. C'est ce que je vous disais. Parce que le plus grand bénéfice du terre, c'est là le changement mental majeur que ça va induire chez les Sénégalais. Parce qu'il y a des Sénégalais comme moi. Moi, par exemple, j'ai 34 ans, j'ai jamais pris de train ici au Sénégal. Il a fallu que je me batte pour partir à Paris ou ailleurs pour prendre le train, etc. Donc, actuellement, on aura le président Macky Sall, avec sa vision, son pari réussi, et le projet qu'on a eu, il y aura maintenant une génération de Sénégalais qui connaîtront le train. Et vous savez quoi? Quelle est la plus grande avancée dans ça? Les Sénégalais vont connaître la ponctualité. Et les Sénégalais maintenant vont faire de ce qu'on appelle le rétroplanning. C'est un peu exagéré quand même. Non, attendez, je vais continuer un peu. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, vous saurez qu'à Rufisque, votre train est à 17h10. Oui. Donc, vous avez fait du rétroplanning pour savoir à quelle heure vous devez vous lever, à quelle heure vous devez faire vos prières de Fajr, à quelle heure vous devez le prendre. Donc, ça va induire chez les Sénégalais la ponctualité. Et la ponctualité, c'est le début de la rigueur, même professionnelle. Donc, vous verrez que... Et cette maîtrise-là, parce que ça, c'est un élément fondamental qu'on trouve dans les sociétés développées, les pays de l'OCDE. C'est que là-bas, l'heure est maîtrisée. La chronologie, c'est quelque chose de très maîtrisé. Quand quelqu'un vous dit... Par exemple, vous, Madame Ba, vous quittez ici, vous prenez votre véhicule, vous ne savez pas à quelle heure vous arrivez exactement chez vous. Alors qu'avec le train, vous savez exactement, quand vous le prenez, à quelle heure il va arriver.
Seydina, ce train, il est dans un contexte sénégalais, avec justement ses défauts et probablement ses qualités. Donc, ces questions de retard, ces questions de ponctualité aussi doivent être réglées de façon globale. Il faut également que le train lui-même puisse impulser justement une dynamique de ponctualité pour maintenant que ça réagisse sur les Sénégalais. Mais c'est exactement ça qui va être fait, et c'est le cas des charges qui a été fixé par l'État à la société d'exploitation, la 7h, qui est une filiale de la SNCF avec un capital, une géographie dont le Sénégal sera actionnaire, et c'est une société qui a plus de 100 ans d'expérience ferroviaire. Donc le plan de transport pour la circulation des trains, il a été validé, on a regardé, on a fait du benchmarking, on a regardé les habitudes de transport. Moi, je vous dis, c'est un projet Marshall extraordinaire. Il faut que tous les Sénégalais, vraiment... oui, c'est un projet que vous louez et tout ça, on comprend. Maintenant, mon problème, c'est quand on parle d'une nouvelle politique ferroviaire, cela sous-entend de nouveaux standards. On est d'accord. Maintenant, comment faudrait-il redonner vie à toutes ces villes qui, pendant des années, ces villes sénégalaises, pendant des années, ont été au cœur quand même du développement du réseau ferroviaire? Ok, alors déjà, il faut savoir c'est quoi standard d'abord, parce que quand vous parlez standard pour un cheminot, ça peut un peu, parce que vous savez, en termes de chemin de fer, l'écartement des rails, il y a ce qu'on appelle un écartement métrique et un écartement standard. Maintenant, de plus en plus, les gens vont vers un écartement standard. Maintenant, pour répondre à votre question, la politique ferroviaire de l'État du Sénégal, ça s'appelle la stratégie de revitalisation. Donc, on veut revitaliser les anciennes villes qui étaient traversées par le rail et qui avaient un lustre d'antan. Donc, j'ai nommé tout à l'heure Guinguinéo, j'ai nommé la ville de Gossas, il y a Pal, il y a toutes ces villes-là. Et toutes ces villes-là, Khombol, et toutes ces villes-là sont sur le tracé ferroviaire. Mais non, on ne peut pas tout faire d'un coup parce que le chemin de fer, faire renaître un rail mort, c'est un métier nouveau. C'est faire renaître toute une ville. Hein. Oui, non, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que vous avez vu qu'avec le tracé du terre, mais ça aura beaucoup d'incidences, de soft incidences, comme on dit en macronécu. Parce que souvent, je vois la critique sur la rentabilité du terre, mais c'est une critique sous le prisme financier. Je veux dire, moi j'ai dépensé 100, ok, je vais exploiter à 90, je ne suis pas rentable. Mais c'est pas ça. Il faut regarder toute la rentabilité économique et sociale. Vous avez, il faut regarder toutes les activités connexes qui vont se développer à partir du tracé du terre. Parce que 94% des gens qui prendront le terre, sera du rabattement. Donc ils prendront un autre moyen de transport pour venir dans le terre. Donc les commerces qui vont se développer, etc. Donc je vous dis, madame, que la stratégie de revitalisation du rail au Sénégal, c'est une stratégie globale qui a pris en compte tous les paramètres qui permettent justement de dynamiser les villes traversées. Et le second axe, le plus important, et ça c'est vraiment une directive très claire du président public, c'est l'équité territoriale et l'inclusion sociale. Il faut que le train parte partout. Je vous ai même parlé tout à l'heure de la ligne Tamba-Ziguinchor, qui est une ligne déjà dont les études de faisabilité sont déjà prêtes, avec la coopération indienne. Et ça a été fait depuis l'année 2005. À l'époque, le président Wade, il voulait un écartement standard, justement, à l'époque. Et les Indiens avaient proposé du métrique. Maintenant, quid des pays voisins? Est-ce que le train qui va bientôt être construit au Sénégal intègre un peu ses rapports avec ses pays voisins? Tout à fait, parce que le troisième axe, c'est tout ce qui est ZLECAf, PIDA, parce que vous savez, la CEDEAO a un grand programme qu'on appelle le programme de développement des infrastructures, PIDA. Et moi, j'ai eu la chance de travailler vraiment dans ce comité-là. Et il y a le grand chemin de fer Dakar-Ouagadougou, Ouangledougou. C'est Dakar jusqu'à Ouangledougou. Et le Dakar-Bamako en est une petite partie. Donc, c'est intégré vraiment à la vision du chef de l'État, de la CEDEAO. C'est les fameux corridors. C'est exactement ça. C'est ça que je vous explique. Actuellement, parce que actuellement, il faut penser macro et agir micro. Il faut penser macro, il faut se dire, ok, l'Afrique doit être un grand ensemble. Il y a des grands centres africains. Il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a le centre, il y a l'Est, le Sud. Donc, à partir de ce moment-là, à l'Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO qui a un grand programme qui a mis, je pense que c'est plus de 10 milliards de dollars, quelque chose comme ça, avec des grands corridors qu'il faut faire. Et le chemin de fer Dakar-Tamba qu'on est en train de faire là, avec la coopération canadienne, justement, sera une partie du grand chemin de fer Dakar-Ouangledougou jusqu'au... Autrement dit, quand on construit à l'intérieur du Sénégal, il faut penser également sous-régional. Mais c'est exactement ce qu'on fait, parce qu'actuellement, le chemin de fer là qu'on veut mettre sur Dakar-Tamba, c'est justement pour accroître la compétitivité du port avec le fret malien. Parce que chaque année, il y a 4 millions de tonnes de fret malien qui transitent par le port de Dakar. Et le camionnage, actuellement, c'est combien? C'est 65 000 camions. Et les camions dégradent nos routes. Les camions ne sont pas compétitifs. Avec un train, vous avez 50 camions. Alors, ça va booster la compétitivité du port.
une question panafricaine. Le président de la République, il est devenu depuis hier le président en exercice de l'Union africaine. Vient-il sur la scène africaine avec justement ce succès peut-être qu'il a remporté auprès du terrain? C'est une excellente question. Et vous savez quoi? On a eu l'insigne honneur d'avoir actuellement de travailler et d'avoir travaillé sur ça. Parce que figurez-vous, il y a cela un mois, il y avait la 99e session de l'Union internationale des chemins de fer à Paris. Moi, j'étais dans la mission et on a travaillé pour que les 192 pays dans le monde, quand le Sénégal aura la présidence de l'Union africaine, que l'enjeu central du transport ferroviaire soit au cœur des discussions et au cours des débats. Et on est en train de travailler pour l'organisation d'un grand panel, peut-être dans le premier ou deuxième trimestre 2022, justement sur cet enjeu du transport, et notamment du transport ferroviaire. Tout à l'heure, Mamadou Ndiaye, avant l'entretien, il apportait des précisions par rapport à l'exploitation, à la société Senter et Seter. L'exploitation est justement confiée à Seter. Seter, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la nature du contrat? Alors, le contrat, il est en train d'être signé. Donc, on est en train de mettre les dernières touches là-dessus. Donc, pour expliquer les choses, il faut comprendre que maintenant, dans le chemin de fer, partout, il y a une grande réforme qui fait qu'on a disjoint le patrimoine de l'exploitation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le réseau, ce n'est pas quelqu'un qui exploite. Donc, le réseau du terre, la société de patrimoine, c'est la Senter, qui est une société nationale à 100% nationale, dont M. Nénessal est le DG. Maintenant, la société qui exploite, qui a l'expertise, les sachants, c'est le savoir-faire, l'expertise, c'est une société privée qu'on appelle la Seter, qui est une filiale à 100% de la SNCF. Et justement, dans le cadre des négociations, et moi, j'étais rapporteur du comité technique de négociation, les conclusions ne sont pas encore données. C'est pour ça que je ne vais pas répondre à votre question en vous disant la nature du contrat et tout ça. Mais est-ce qu'on ne risque pas de commettre les mêmes erreurs par rapport à l'exploitation de droit à péage? Mais vous savez, vu que le contrat a été renégocié des années après. Mais vous savez, moi je vous dis, hein, on a bouclé presque 3 mois de négociations secrètes, hein, mais je vais travailler peut-être des secrets pour vous faire plaisir. Mais on a tenu absolument à ce que les intérêts de l'État du Sénégal soient sauvegardés en tout lieu et en toutes circonstances, sur plein de choses. Déjà, je vous donne des progrès majeurs qui sont obtenus sur 5 points. 1, sur la durée du contrat. 2, sur la nature juridique du contrat. Sur les termes engageant la garantie mère, etc. Les gens qui me regardent, qui savent un peu, pour vous dire. Ensuite, sur la rémunération du savoir-faire de l'exploitant mainteneur. Hein? Ensuite, sur le personnel qui est chargé d'exploiter le terre. Et enfin, sur les clauses de revoyure. Parce que vous savez ce qui a manqué au contrat de l'autoroute à péage, il n'y avait pas de revoyure. Quand vous signez un contrat, il faut mettre une clause de revoyure. Moi, je signe un contrat sur 5 ans. Après 5 ans, je viendrai voir si vous avez respecté votre cahier des charges. Et je mettrai, pour les cahiers des charges, des KPI, des indicateurs de performance, pour être sûr que vous atteignez telle performance, telle performance. Si vous ne les atteignez pas, moi, je résilie votre contrat, et si vous les atteignez, après on peut mettre en place un système de bonus-malus, mais plutôt de malus que de bonus. Sûrement l'expérience de l'autoroute à péage a dû peut-être un peu aider à mieux affiner le contrat, on l'espère. Mais est-ce que tout le aussi sur le rail ne tue pas le rail? Non, on voit actuellement le chemin ferroviaire est clarifié. Oui. On a une société de patrimoine qui est pour le terre, la Senter. On a une société de patrimoine qui gère tout l'autre réseau, ça s'appelle les chemins de fer du Sénégal, qui est dirigé par l'excellent Kibili Touré. Maintenant, à côté de ça, on a des exploitants ferroviaires qui exploitent, etc. Bon. Mais il n'y a pas de souci, tout va très bien se passer. Adama, on avait un sacré client. Merci. Seydina Alioune Ndiaye, économiste et conseiller technique numéro 1 du secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. Il est 19h46. Pour les fêtes de fin d'année, beaucoup ont sans doute passé ces moments en famille et c'est l'occasion de nous intéresser justement à la valeur de la famille, surtout, je l'ai dit tout à l'heure, lors de la fête du Nouvel An. Pour les Sénégalais rencontrés par notre reporter, il est toujours préférable de passer la fête avec ses proches. C'est le dossier Bouillon Culture signé Boubacar Dieng. Si certains optent pour la fête en famille, dans l'intimité, d'autres sont massivement sortis avec les leurs pour célébrer le Nouvel An.
Elle vient de Rufisque, accompagnée de ses enfants pour accueillir 2022 dans l'ambiance et la joie. Je viens de Rufisque, je suis avec mes filles. Je veux qu'elles profitent de la fête. C'est toujours bien de passer le nouvel an en famille. En plus, cette ambiance m'a manqué. Et même certains journalistes passent le nouvel an en famille. Ce confrère profite des dernières heures de l'année 2021 pour communier avec sa famille. Mon boulot ne permet pas d'avoir toujours du temps libre. C'est pourquoi je profite du moment pour accorder du temps à ma fille. Un père se doit d'être présent aux côtés de ses enfants. En plus, le fait de passer la fête en famille procure énormément de joie à mes enfants et à ma femme. La famille nous permet de partager des moments heureux comme celui-ci, une année nouvelle, en présence de tous les membres de la famille, vivement que 2022 soit meilleur que l'année écoulée. Le plateau gardien qui a réalisé ce sujet sur la valeur de la famille. Bonsoir. Bonsoir. Et vous nous parlez justement de la valeur de la famille dans nos sociétés africaines. Oui, effectivement. Vous savez, dans la société africaine, donc la famille a une très grande importance donc dans le fondement de cette société-là. Donc ça permet, ou bien c'est un socle qui permet une socialisation de l'individu. Donc c'est très important dans la société africaine. Raison de plus, ici au Sénégal, comme vous l'avez vu dans les fêtes, il y a des gens qui sont sortis en famille, d'autres sont restés chez eux, comme vous l'avez dit aussi dans la dame de cet élément. Mais ceux qui sont sortis en ont profité, ils ont communié avec les autres aussi qui sont venus individuellement pour accueillir ce nouvel an, cette année 2022 que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, nous sommes le 2 et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022, de même qu'à nos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs donc, qui suivent le groupe Media Invest. Merci beaucoup, Gardien. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Avec tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Et je souhaite aussi une excellente année à ma famille, puisque je n'ai pas pu passer la fête avec elle, comme je l'ai dit tantôt maintenant. Donc je leur souhaite une excellente année 2022, plus particulièrement à ma fille Ndé Mariam Dien. Donc je lui dis à bientôt, j'arrive. Ah oui, quelle surprise. Ouais. Merci beaucoup. Et rendez-vous la semaine prochaine, Bouba Gardien, pour un autre sujet. Oui, en culture, on enchaîne avec ailleurs à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie 2021 mobilise des Sénégalais du Gabon. Le 12e Gaïndé local de concert avec l'ambassade du Sénégal à Libreville prépare la compétition. Une fan zone sera érigée dans les locaux de l'ambassade dans le respect strict des mesures barrières. Aziz Adewale Chandi a justement rencontré le 12e Gaïndé à Libreville. À moins de 10 jours de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 au Cameroun, le 12e Gaïndé au Gabon prépare l'entrée des Lions du Sénégal dans la compétition. Une fan zone sera érigée à l'ambassade du Sénégal à Libreville, comme pour les éditions précédentes. Des échos très encourageants concernant le 12e Gaïndé de Libreville, du Gabon en général, parce qu'ils se mobilisent et là ils font de sorte que les citoyens sénégalais qui le désirent viennent suivre les matchs ici. En tout cas, ils ont l'aval de son Excellence M. Mamou Marcha, ambassadeur du Sénégal à Libreville. Donc ils ont leur aval et ils ont tout leur soutien. Et nous, on ne les ignorera pas sur les moyens pour les accompagner dans la mesure des ressources disponibles. À noter que les supporters qui le souhaitent pourront se rendre au Cameroun, pays voisin du Gabon, soutenir leur équipe. Mais il va falloir remplir les conditions exigées par la CAF, Confédération africaine de football, notamment au sujet de la crise sanitaire du Covid-19. Cette CAN, c'est une CAN particulière du fait de l'aspect pandémie Covid qui est sévi dans le monde entier. Mais n'empêche, 12e Gaïndé, fidèle à sa réputation, et
à ses convictions sera au rendez-vous. Ainsi, nous aurons une fan zone qui sera installée ici au sein de l'ambassade et qui est ouverte à tous les supporters de l'Union du Sénégal. Tout le monde est convié avec le respect strict des mesures barrières établies par les autorités gabonaises. Je remercie le président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, qui nous a accueillis avec des bras ouverts, et remercier son gouvernement et le peuple gabonais. Et je remercie le ministre des Sports du Sénégal, M. Matarba. Et je remercie le 12e Gaïndé national. Les Gaïndés sont donc prêts à soutenir leur équipe et espèrent cette fois qu'elle ramènera le trophée à la maison. Prenons prétexte de la mise en circulation du train express régional pour nous intéresser à la ville de Diamniadio, un pôle urbain qui est en train de décongestionner la capitale Dakar. Même si Diamniadio présente des avantages, les populations émettent quand même des réserves sur le sort de la commune qu'elles considèrent laissée en rade. Babacar Seck nous en dit plus. Le pôle urbain de Diamniadio est devenu l'attraction avec la décentralisation progressive de l'administration sénégalaise et l'implantation d'importantes infrastructures. Un projet qui englobe des projets multidimensionnels avec des projets structurants. Au niveau de Diamniadio, nous avons des services, nous avons des ministères, nous avons des infrastructures postatives comme le Dakar Arena, nous avons des infrastructures comme le stade olympique, nous avons aussi d'autres infrastructures annexes, nous avons même des universités. L'université Amadou Mahtar Mbow est logée là-bas, l'ISEP aussi de Diamniadio est logé là-bas. Donc nous pouvons dire que c'est un conglomérat d'activités, de projets qui sont logés pour l'intérêt national. La proximité du pôle urbain avec la commune est une aubaine pour les populations qui n'ont plus à se déplacer jusqu'à Dakar. Les services et les ministères sont logés au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Du coup, la population de Diamniadio ne va plus faire 10 voire même 20 ou bien 30 minutes sur les embouteillages de Dakar. Elle va véritablement faire 2 minutes pour pouvoir aller dans son besoin, faire ses activités au niveau du pôle. Donc la population de Diamniadio, elle est rapprochée des activités nationales, c'est-à-dire les services, les ministères. Même si le pôle présente des avantages, les emplois qu'il génère ne profitent pas toujours à la jeunesse de Diamniadio. Il y a un domaine industriel qui est là, qui est un gage d'emploi. Et nous pouvons dire qu'en majorité, les populations diamniadioises, la plupart occupent des activités qui sont même des activités subalternes au niveau du pôle, mais les activités concrètes de développement, les responsabilités, nous pouvons noter dans ce domaine, Diamniadio, sa population souffre. Parce que dans beaucoup de projets qui sont au niveau du pôle, nous voyons des quotas par des personnes qui sont dans le gouvernement sénégalais. Nous voyons des cars qui fichent partout, qui viennent avec des ouvriers, alors que la population de Diamniadio, à 5 minutes du pôle urbain, souffre à peine ou bien peine à avoir de l'emploi. La mise en circulation du train express régional va rendre la commune de Diamniadio plus attractive. Cependant, des voies d'accès manquent pour rallier la gare emblématique du pôle urbain. Ça permet véritablement à tout le monde, ou bien même toute la population dakaroise, ou bien même du pays, de venir et de chercher des parcelles d'habitation au niveau de Diamniadio. Du coup, ça augmente considérablement le budget de la commune. Les infrastructures communautaires pourraient véritablement être un ouf de soulagement pour la population de Diamniadio s'il y a des accompagnements. Parce que si nous avons une collectivité locale qui a une vision, ils pourront véritablement créer des parkings qui permettront véritablement aux usagers du train express régional de pouvoir bénéficier, de pouvoir véritablement garer leur voiture, mais aussi de prendre leur terre, ensuite de prendre leur voiture dans les parkings payants, ensuite d'aller relier les autres régions ou bien même d'aller relier leurs habitations. Par rapport au niveau de la gare du Terre, c'est vrai, elle est assez loin de Diamniadio et il faudra véritablement des mesures d'accompagnement. Il faudra mettre des transports pour permettre à la population de Diamniadio, centre ou bien même aux Sénégalais en particulier, de façon générale, de venir
d'avoir un moyen de transport qui les amènera jusqu'au niveau de la terre. Le pôle urbain est globalement bien perçu par les populations. Cependant, certaines d'entre elles craignent que la commune ne soit délaissée au profit de la nouvelle ville de Diamniadio. Voilà, c'est la fin de la totale de ce dimanche. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques. Bonne suite des programmes sur ITV. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour le 19h45. Bonsoir à tous.